Bien. Alors, donc, donc vous arrivez bien à voir la présentation, il n'y a pas de problème. Oui, oui, très bien. Bien. Alors, donc le dernier cours qu'on avait fait, donc on s'est intéressé à l'architecture microservices et nous avons vu les concepts fondamentaux des microservices et nous avons vu comment mettre en œuvre cette architecture. Donc, principalement maintenant, d'après en fait, les dernières mises en œuvre que nous avons faites, on sait comment créer un microservice, on sait comment créer une gateway, et en utilisant donc soit la configuration statique ou bien la configuration dynamique à travers le service d'enregistrement. Et également, nous savons comment utiliser donc OpenFINE donc pour faire la communication entre les microservices. Donc globalement, donc on a vu l'essentiel pour la mise en œuvre d'une application basée sur les microservices. Et donc il y a d'autres détails techniques qu'il faudrait évoquer. Mais avant d'aller vers d'autres détails techniques, on va s'intéresser à la partie sécurité, qui est une partie qui est très importante pour la suite c'est-à-dire des applications, parce que donc quand vous venez de voir, c'est pas compliqué de créer des microservices, c'est pas compliqué de les distribuer à travers une architecture basée sur Spring Cloud. Mais par contre, après, il y a des questions techniques qui se posent, notamment le problème de la sécurité. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler donc, des concepts de base de la sécurité, des applications d'une manière générale, et particulièrement des systèmes distribués. Bon, alors il faut juste rappeler une chose qui est très importante. C'est que dans les systèmes d'authentification, en fait, il y a deux façons de gérer l'authentification des applications. Soit utiliser ce qu'on appelle l'authentification stateful ou bien stateless. Alors, c'est quoi la différence entre l'authentification stateful et stateless? Dans l'authentification de type stateful, les données de la session de l'utilisateur sont gérées côté serveur. Ça veut dire que quand il y a une session qui est créée, c'est le serveur qui va la créer c'est-à-dire la session, elle est créée dans la mémoire du serveur. Il est géré côté serveur. Alors que dans l'authentification stateless, c'est que les données de la session sont enregistrées dans ce qu'on appelle un jeton d'authentification, ce qu'on appelle un token. Et ce token-là est délivré au client. Ça veut dire, d'une autre manière, c'est la session, elle est gérée côté client, non pas côté serveur. Alors, je vais d'abord vous rappeler la différence entre ces deux modèles. Et après, on va voir pour les systèmes distribués pourquoi il faudrait utiliser l'authentification stateless. Alors, dans le modèle d'authentification stateful, comment ça marche? Vous avez un utilisateur qui va utiliser une application cliente, peut être un browser web ou bien une application mobile. Et après, de l'autre côté, vous avez le serveur. Bon, l'application est déployée côté backend dans un serveur HTTP. Et après, pour gérer le système d'authentification, qu'est-ce qu'il fait le client? Bon, le client d'abord, pour s'authentifier, il a besoin de saisir un username et un mot de passe. Bon, d'une manière générale, mais après, pour s'identifier, on peut également utiliser d'autres techniques comme les empreintes digitales, on peut utiliser donc ce qu'on appelle l'authentification forte, etc. Donc, mais en tout cas, dans la majorité des cas, l'utilisateur va saisir donc ce qu'on appelle les username et le mot de passe, et ce qu'on appelle les credentials. À savoir username et le mot de passe. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Généralement, il va prendre username et le mot de passe, et après, il va souvent se connecter à la base de données pour vérifier si d'abord l'utilisateur existe. Et si l'utilisateur existe, il va comparer le mot de passe. Si c'est le bon mot de passe, il va créer la session. Alors pour créer la session, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va créer la session cette fois-ci côté serveur.
C'est-à-dire dans la mémoire du serveur, dans le contexte de l'application, vous avez les sessions. Les sessions de tous les utilisateurs qui sont authentifiés. Alors généralement, dans les sessions, en fait les sessions sont stockées souvent dans une collection de type map. C'est-à-dire vous allez avoir key, qui est le session ID. C'est l'ID de la session. Et la valeur, c'est la session elle-même. Donc autrement dit, c'est une collection de type map, key value. Donc c'est là où on va stocker les sessions. Alors maintenant, une fois que l'utilisateur authentifié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une session. Il va lui attribuer un numéro de session aléatoire. Alors je mets juste une valeur ici, 1, 2, 3, 4. 4, 5. Ça, c'est le numéro de la session qui va être généré d'une manière aléatoire. Alors bien sûr, le numéro de la session, souvent, c'est une chaîne de caractères qui est générée aléatoirement, qui garantit d'abord qu'il est unique. Et en même temps, il est généré de façon à ce que les utilisateurs ne puissent pas deviner facilement le prochain numéro de session. C'est-à-dire, c'est pas le numéro de session, il est généré par le serveur, mais c'est très difficile de deviner, de retrouver facilement un session ID parce qu'il utilise un système de génération aléatoire qui permet de résoudre, c'est-à-dire ce problème. Et donc, j'ai la session numéro 1, 2, 3, 4, 5, mais après, on va stocker la session de l'utilisateur. Et la session elle-même, c'est un objet qui va être stocké en mémoire et qui va avoir dans lequel on va stocker les informations sur la session de l'utilisateur, à savoir par exemple username. Souvent on le garde dans la session. Par exemple ici username égale à x, mais en même temps quand on s'est connecté à la base de données, on récupère les rôles de cet utilisateur. Donc, c'est-à-dire, on va trouver ici les rôles qu'il joue dans l'application. Alors, est-ce que c'est un user ou bien c'est un admin, etc. Par exemple, ici, c'est un simple user. Et également, on va trouver d'autres informations en fonction du besoin. Alors, donc ça, c'est la session. Donc, vous voyez donc ici, la session, elle est stockée côté serveur. La session, toutes les sessions des utilisateurs, ils se trouvent dans la mémoire du serveur. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle le contexte de l'application. C'est application context. Alors pour nous, par exemple, quand on travaille avec Spring, donc c'est Spring qui va gérer, bien sûr, c'est-à-dire Spring, lui, il gère son contexte pour stocker les sessions. Mais bien sûr, souvent dans les applications web J2E, donc il y a des servlets, etc. Peu importe. Alors une fois que la session est stockée côté serveur, il va tout simplement la réponse, on envoie au client, dans la réponse, on lui envoie le session ID. Session ID égale 1, 2, 3, 4, 5. Alors, en fait, généralement, le session ID, c'est-à-dire la session, elle est stockée côté serveur, mais le client, on va lui envoyer uniquement son session ID, le numéro de la session. Et généralement, le session ID, il est stocké dans les cookies. Il est envoyé sous forme d'un cookie. Le session ID, ça veut dire quoi? Dès que l'application cliente reçoit le session ID, généralement, il va l'enregistrer dans les cookies. Donc, je vous rappelle que les cookies, c'est des fichiers qui sont stockés du côté du navigateur. C'est le browser web. C'est le browser web qui gère les cookies et non pas votre application. Alors, ça veut dire que c'est le navigateur, dès qu'il reçoit un header, une réponse HTTP qui contient le header cookie dans la valeur et cette valeur-là, tout simplement, il l'enregistre ici. Donc, ça veut dire que votre session ID, elle est là. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, à chaque fois que l'utilisateur veut envoyer donc la requête, une nouvelle requête,
il va utiliser le cookie Voilà, qui contient la session 1, 2, 3, 4, 5. donc ça veut dire il doit toujours envoyer le session ID, c'est-à-dire il envoie ici donc le header, bon ici c'est pas cookie, ça s'appelle set cookie, bon ça c'est pour enregistrer. Donc quand il envoie la requête, il envoie un header qui s'appelle cookie, dans lequel il y a session ID égale session ID égale 1, 2, 3, 4, 5. Alors le serveur pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, à chaque fois qu'il reçoit une requête, il regarde donc est-ce qu'il y a le session ID, est-ce qu'il est envoyé, il est là. Il va récupérer donc le session ID et après il va vérifier dans les sessions, dans le contexte de l'application, il va vérifier est-ce que la session est ouverte. Alors s'il trouve la session, donc ça veut dire qu'il sait de qui il s'agit. Il sait qu'il s'agit de Monsieur X, il sait qu'il voilà, il est un user, etc. Donc on peut savoir est-ce qu'il a le droit d'effectuer une telle opération ou pas. Alors, donc c'est comme ça que le serveur peut identifier les sessions. Vous voyez donc, toutes les sessions des utilisateurs, elles sont dans le contexte de l'application côté serveur. Alors bien sûr, il faut également pas oublier une chose, c'est que les sessions, généralement, ils ont ce qu'on appelle un timeout. Alors ce timeout, on peut le régler d'une application à l'autre. Alors on peut avoir un timeout par exemple de 5 minutes, par exemple. Alors ça veut dire quoi un timeout? Ça veut dire quoi le timeout? Il est égal à 5 minutes de la session. Monsieur? Oui, Ça veut dire qu'après 5 minutes d'inactivité, la session sera automatiquement fermée. c'est exactement. Ça veut dire que une fois que la session est créée, si par exemple l'utilisateur n'a pas réagi, il n'a pas envoyé d'autres requêtes, un temps d'inactivité qui dépasse 5 minutes, ben, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il détruit la session. C'est-à-dire il est détruite. Ça veut dire que dès que vous êtes authentifié, vous avez votre application, si vous attendez plus de 5 minutes et vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas envoyé des requêtes vers le serveur, et bien tout simplement, pour lui, le serveur, il va considérer que votre session est terminée. Donc si après le timeout, si vous tentez de cliquer sur un lien, par exemple, pour accéder à l'application, et bien tout simplement, vous envoyez votre session ID, il n'y a pas de problème, parce que vous l'avez toujours dans les cookies. Mais quand le serveur va vérifier si la session est ouverte, il trouve que la session elle est fermée, automatiquement, il va vous demander de saisir à nouveau votre username et votre mot de passe. C'est pour les sessions. Autre chose, c'est que les cookies, généralement, ils ont également une durée de vie. C'est-à-dire quand on envoie une information dans les cookies, on peut lui donner une durée de vie. Donc ça peut être 30 jours, ça peut être une année, donc tout dépend. Ça veut dire que dès que le time out ou bien le délai expire, et bien, tout simplement les cookies également ils vont être détruits. Alors ça c'est l'authentification stateful. C'est les sessions, elles sont gérées côté serveur. Alors maintenant, j'ai une question, monsieur, si possible, oui, bien sûr. concernant Oui, bien sûr. les cookies. Oui. S'il y a un timeout, ils sont détruits. Mais s'il n'y a pas de timeout, est-ce qu'ils sont détruits après une Non, il y a certaine toujours un durée? timeout parce que quand vous créez les cookies, généralement, vous leur donnez une durée de vie, la durée d'expiration. D'accord, oui. C'est ce que je voulais dire. Oui. Alors maintenant, donc quand vous utilisez donc l'authentification basée sur les sessions et les cookies, alors il y a un certain nombre de failles de sécurité dont j'avais parlé l'année dernière. Et parmi les failles de sécurité, il y a CSRF. Alors je vous rappelle, CSRF, ça veut dire Cross Site Request Forgery. Alors en fait, CSRF, c'est un type de vulnérabilité qui peut affecter des sites, des applications web qui sont basées sur les cookies. Alors je vous rappelle le principe de base, parce qu'en fait ça c'est quelque chose d'important à connaître. Alors le principe de base de cette attaque, c'est tout simplement quoi? C'est de forcer un utilisateur qui est authentifié légalement. Ça veut dire que vous avez un utilisateur qui vient de saisir son username et son mot de passe, il est bon, sa session elle est ouverte,
et son session ID, il est dans les cookies. C'est-à-dire l'utilisateur, il est déjà authentifié. Et la session, elle est toujours ouverte. Ah ben, tout simplement, c'est l'idée, c'est quoi? C'est de forcer un utilisateur qui est authentifié à exécuter une opération dans le serveur sans qu'il le sache. Alors comment? Comment forcer un utilisateur authentifié à exécuter une opération malveillante dans le serveur sans qu'il le sache? Ben, ce qu'on fait généralement, c'est que une fois que l'utilisateur authentifié, je suis un malveillant, je vais par exemple exploiter cette vulnérabilité. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais envoyer à l'utilisateur par exemple un email. Bon, je lui envoie un mail et dans lequel, par exemple, je lui demande, dans le mail, il y a un lien hypertexte. Il y a un lien hypertexte dans lequel je vais lui afficher le message. Cliquez sur ce lien pour découvrir que vous venez de gagner des trucs comme $1 million ou là, des trucs comme ça. Alors là, cliquez sur ce lien pour passer le reste de votre vie en vacances. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on ne prendra jamais de vacances. Ben, la preuve, c'est qu'on est dimanche et on travailler. Un voyage. Voilà, exactement. Alors donc, c'est-à-dire que c'est en fait les vacances, c'est dans le travail en fait. Ouais. C'est- Alors, donc c'est faux ce que je viens de dire, bien sûr. Alors, donc vous avez donc le client, plutôt le malveillant, donc la personne malveillante, il va envoyer un email à l'utilisateur qui est authentifié, c'est-à-dire sa session, il est encore d'ouverture. Ben, il va lui dire cliquez sur ce message, ce lien, si vous voulez découvrir que vous venez de gagner quelque chose, des trucs comme ça. Et bien tout simplement, quand l'utilisateur, s'il clique sur ce lien-là, alors derrière ce lien, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va cliquer, ben, tout simplement, je vais envoyer une requête vers le même serveur, vers son serveur. Pour demander, par exemple, dans le lien, je vais demander de supprimer, delete, par exemple, quelque chose. Et moi, je sais que dans ce site-là, l'opération delete, etc., par exemple, ça permet de supprimer des données. Ou encore pire, donc si c'est une application, par exemple, bancaire, par exemple, c'est une application de la banque, et bien, tout simplement, je vais utiliser, donc, je vais tenter de faire un virement bancaire. Donc, quand je clique, il envoie la requête vers le serveur pour demander au serveur d'effectuer un virement bancaire. Alors, bien sûr, derrière ce lien, il y a un formulaire caché. Formulaire, dans lequel il est masqué, hidden. Il y a des champs hidden. On va trouver, par exemple, derrière ce formulaire, il y a par exemple le montant de l'opération. Le montant de l'opération, je peux mettre un champ hidden dans lequel je vais mettre par exemple n'importe quoi, un grand chiffre. Et le numéro de compte, le numéro de compte, je vais mettre mon compte et il va mettre son compte bancaire. Donc ça veut dire que finalement, quand vous cliquez sur ce lien, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez d'envoyer une demande à votre serveur, vous êtes authentifié, et vous êtes en train de lui demander d'effectuer un virement, vous lui envoyez le montant, parce que là vous ne le voyez pas, il est dans le formulaire. Le montant égale 50 000. Alors bien sûr, vous mettez le montant que vous voulez parce que chacun, chacun a des besoins, n'est-ce pas? Alors il y en a ceux qui vont mettre des grosses sommes, mais généralement dans ce genre d'opération, souvent on met des petites sommes pour être sûr qu'ils vont passer, souvent. Et après, bon, si ça passe une petite somme, s'il passe, après il peut reprendre d'autres tentatives. Ou parfois, vous mettez une grande somme, si ça passe, c'est bon, si ça passe pas, vous essayez autre chose. Mais en tout cas, donc j'ai ici, donc j'envoie le montant de l'opération et j'envoie le code du compte.
C'est mon compte bancaire, c'est-à-dire son compte. Alors maintenant, quand vous envoyez la requête, quand vous cliquez sur ce lien, vous envoyez la requête, du moment que la requête vient de votre machine, c'est votre machine, automatiquement le browser, il va envoyer les cookies. Donc automatiquement, il envoie le session ID. Vous n'avez pas besoin de lui dire ça. Parce que le browser, session ID égale 1, 2, 3, 4, 5. Et le serveur, dès qu'il reçoit la requête, ben, il regarde dans la requête, il voit bien le session ID, il est là. Il va vérifier, et ben, il va trouver que la session elle est ouverte. Du moment qu'elle est ouverte, il va regarder les rôles. Vous avez le droit d'effectuer le virement vers un compte, par exemple. Et après, quand vous cliquez, ben, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter cette opération-là. Et quand il exécute cette opération-là, c'est-à-dire qu'en cliquant sur ce lien, vous venez d'effectuer un virement de votre compte vers, vous avez transféré de l'argent légalement vers c'est-à-dire le compte c'est-à-dire de la personne malveillante. Donc, c'est quoi ça en fait? Hadi, c'est un type de vulnérabilité qui est très connu, c'est CSRF. CSRF, c'est forcer un utilisateur qui est authentifié, je vais le forcer à effectuer une opération dans un site vulnérable sans qu'il le sache. Et dans ce cas-là, l'utilisateur, il est complice. Il est complice de l'opération. Pourquoi il est complice? Parce que tout simplement, c'est lui qui a fait l'opération. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc il l'a fait sans qu'il le sache. Bon, c'est comme si par exemple, c'est comme si par exemple vous êtes, vous accédez à un immeuble, vous avez le droit d'accéder à l'immeuble, il n'y a pas de problème, vous avez votre carte d'accès, vous accédez normalement, mais moi ce que je vais faire, eh bien, tout simplement, c'est comme si je vais vous cacher quelque chose dans votre sac, je vais mettre quelque chose dans votre sac et vous rentrez avec votre sac sans problème. Et à la fin, donc, je vais exploiter donc cet objet-là qui est dans votre sac pour faire des opérations sans que vous le sachiez. Bon, c'est à peu près ça. Mais après, quand on regarde un petit peu le journal, le log, ben, on trouve que c'est vous qui avez fait cette opération, donc vous êtes complice. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une faille qui est assez connue. Mais bien sûr, bon, alors maintenant, il y a des solutions pour les vulnérabilités de type CSRF. Et c'est quoi la solution? La solution la plus connue, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un synchronizer token. Synchronizer token, ça veut dire quoi? En fait, synchronizer token, ça veut dire que le principe, c'est quoi? C'est que quand le principe, il est très simple. C'est que voilà. Bon, il ne veut pas s'effacer. Alors, c'est pas grave. Ah, c'est encore pire. Je sais pas, je fais des choses un peu. Alors, c'est quoi le principe? Le principe du synchronizer token, c'est que quand quand un utilisateur envoie une requête vers le serveur pour demander par exemple une page, par exemple un formulaire. Un formulaire, c'est-à-dire vous demandez un formulaire, il y a un petit souci. Alors ce que je vais faire, c'est, je vais mettre ça ici. Alors qu'est-ce qui se passe généralement? Quand vous avez en fait, quand vous avez un utilisateur, et vous avez donc le serveur qui est là.
Alors, vous avez donc l'utilisateur. Vous avez un utilisateur. Alors ça, c'est... Je vais pas également... Est-ce que vous suivez jusqu'à présent? Oui, monsieur. Alors, donc, le synchronizer token, le principe, c'est quoi? C'est que vous avez un utilisateur et vous avez le serveur. C'est un peu bizarre, donc je dois quitter ça. Et je reprends l'opération. Donc vous avez, oh là là. Donc vous avez un utilisateur et vous avez le serveur. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand l'utilisateur envoie une requête vers le serveur pour demander un formulaire, par exemple /form, un formulaire, et ce formulaire-là, par exemple pour effectuer un virement. Bon, qu'est-ce qu'il fait généralement le serveur? Le serveur, il va générer un token. Ce qu'on appelle un CSRF token. CSRF token. Alors, par exemple, le CSRF token, il va le générer. Il est égal, par exemple, d'une manière aléatoire, il est égal, par exemple, 8, 9. Bon, c'est aléatoire. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer le CSRF token, il va le placer dans la session de l'utilisateur. Par exemple, ici, CSRF égale 89. Donc, il va le placer dans la session de l'utilisateur. Et après, il va envoyer la page, le formulaire, le client. Mais dans le formulaire que vous allez récupérer, le client, quand il reçoit le formulaire, ben, il va recevoir les champs du formulaire normal, mais il va recevoir un champ hidden, le champ qui est caché, hidden, dans lequel en fait le serveur va envoyer la valeur de ces synchronizer token, par exemple 89. Mais ce champ-là, vous ne le voyez pas. Il est généré, c'est le serveur qui l'ajoute au formulaire. Donc il est caché, il est hidden, c'est un champ hidden. Ben, ce qui fait que quand vous allez valider votre formulaire, vous allez envoyer à nouveau l'opération. Par exemple, vous voulez faire un save. Et quand vous envoyez cette opération-là, bon, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il va vérifier d'abord. Il va d'abord vérifier est-ce que la requête que vous envoyez, est-ce qu'il contient le synchronizer token. Donc, il va récupérer la valeur de ce champ-là, par exemple 89. Et après, il va vérifier, il va vers la session, il va vérifier la valeur que vous avez envoyée, le champ hidden, est-ce qu'elle est la même que celle qui est stockée dans votre session, avec le synchronizer token. Alors, s'il trouve c'est la même valeur, dans ce cas-là, il est sûr que la requête provient d'une page qui a été fournie par le serveur lui-même, il y a quelques minutes. Donc, c'est-à-dire, on est sûr que cette requête-là provient de cette page que j'ai fournie moi-même. C'est-à-dire parce qu'en fait, cette page-là, c'est qui l'a fournie? C'est le serveur. Et le serveur, quand il va la fournir, il va lui ajouter le champ hidden. Ben, il dit quoi donc? Du moment que c'est la même, ça veut dire je suis sûr que la requête me provient d'une page que le serveur vient de donner au client il y a quelques minutes. Quelques minutes, c'est-à-dire le temps que la session n'expire pas. Parce que si la session expire à nouveau, donc on va rejeter la requête. Monsieur, j'ai une question. Ça veut dire qu'en fait que là, je vais éliminer le lien. Si par exemple la requête me provient du lien, par exemple il y a quelqu'un qui vous envoie le mail, vous cliquez sur le lien. Quand on clique sur le lien, ça veut dire que la requête provient de quoi? Il provient d'une page qui n'est pas fournie par le serveur.
Donc, ça veut dire que quand vous cliquez sur le lien, eh bien, tout simplement, vous n'avez pas le synchronizer token, parce qu'en fait, le synchronizer token, il est stocké dans la session de l'utilisateur au moment où l'utilisateur demande une page. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Donc, automatiquement, dès que vous cliquez sur le lien, eh bien, tout simplement, le serveur, il peut savoir facilement en fait, la requête, il provient d'une source, c'est-à-dire à laquelle je ne dois pas faire confiance et du coup, donc, il est rejeté. Alors, le principe de synchronizer token, c'est comme si, par exemple, je vous distribue des formulaires que vous allez remplir. Ben, imaginez que chacun d'entre vous, je lui donne un formulaire à remplir. Alors moi, comment je vais être sûr que quand vous allez me remettre le formulaire rempli, comment je peux être sûr que c'est exactement la même copie que je vous ai donnée? Bon, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est qu'avant de vous donner le formulaire, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire en fait, soi-disant, quelque part, je vais écrire une valeur, un synchronizer token, si vous voulez, le nombre aléatoire. 1, 2, 3, 4, 5, je vais l'écrire blanc sur blanc. Hein, blanc sur blanc, c'est-à-dire vous n'allez pas le voir vous. Hein, il est hidden. Et après, je vais noter quelque part chez moi, comme quoi Monsieur X, voilà, le numéro que je lui ai attribué, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Je vous donne le formulaire, vous allez le remplir. Une fois que vous allez le remplir, quand vous me le donnez, ben, je vais regarder le numéro qui n'a pas vu mais que je peux voir moi. Avec un appareil par exemple. Donc je récupère avec le numéro et je vais regarder est-ce que Monsieur X, c'est-à-dire le numéro que je lui ai attribué, est-ce que c'est le même? Alors si c'est le même, maintenant je suis sûr que la copie qu'il m'a donnée, c'est exactement, c'est moi qui lui ai donné le formulaire au départ. Alors avec ça, donc, on peut éliminer l'attaque, c'est-à-dire cette vulnérabilité qui est Cross-Site Request Forgery. Est-ce que c'est clair? Donc, Oui, à chaque fois, l'utilisateur demande une page, un token est généré. exactement. Donc, à chaque fois, Ok. tout à fait. Donc, à chaque fois Et stocké maintenant, dans la page. tout à fait. À chaque fois, vous demandez une page, il y a le synchronizer token, il est généré. Alors, d'ailleurs, quand vous travaillez avec Spring Security, il le fait automatiquement. Vous demandez une page, il génère le synchronizer token. Et dès que vous envoyez la requête suivante, il va regarder si c'est le même. Alors, si c'est pas le même, donc il rejette. Donc, il compare le token généré dans la page avec le token qui est stocké dans la session. Tout à fait. هذه هي la solution qu'on utilise pour ce qu'on appelle pour mettre en place une parade pour les attaques de type CSRF. Alors, il y avait une question tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Oui. J'avais juste une question. C'est un peu... ça veut bizarre comme question, mais est-ce que c'est possible pour... ouais, parce que je pensais que c'était, en fait, le token était créé à chaque login et non pas à chaque page. Chaque requête. Oui, à chaque requête, quand tu cliques sur un lien, par exemple, aller de la page d'accueil vers la page des amis sur Facebook, par exemple, donc ça vous crée un nouveau token différent. Alors, maintenant, on est bien d'accord, on est en train de parler dans le cas de authentification stateful. Mais après, quand on va parler de stateless, vous allez voir que ces problèmes-là, on pourrait les éviter facilement. Dans l'authentification stateless. Au niveau du token, monsieur, qui est créé, oui. Non pas du cookie. Je ne parle pas du cookie, monsieur, je parle du token. Oui, c'est ça. Quand vous visitez de la page d'accueil vers la page des amis, par exemple, ça vous crée un nouveau token qui est sauvegardé au niveau du formulaire. Oui, c'est ça. À chaque fois que vous avez une page dans laquelle il y a un formulaire, si vous regardez le code source, vous allez trouver toujours un champ comme ça. Input, name, égale un truc comme ça, CSRF, etc. Value,
égal, et vous allez trouver le token, la valeur. Et après, le champ il est de type hidden. Et comme ça, si vous envoyez le formulaire, automatiquement vous envoyez de l'information. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de moyen pour quelqu'un voilà, de deviner le token. Donc ce qui fait toutes les requêtes qui viennent vers le serveur, je suis sûr qu'ils proviennent des pages de mon site, c'est-à-dire des pages que je donne aux clients, et non pas à partir des pages qui viennent à partir des trucs comme ça. D'accord. Okay. Je comprends mieux maintenant. Merci, monsieur. Alors, donc ça c'est le principe c'est-à-dire de l'authentification stateless. Alors maintenant, ce qu'il faut garder juste, c'est que dans l'authentification stateful, dans l'authentification stateful, c'est que la session elle est gérée côté serveur. Alors, maintenant, il y a une dernière chose que je n'ai pas dit. Bon, en fait, le timeout, comme je disais, donc c'est réglable en fonction des applications. Par exemple, pour les applications bancaires, vous avez intérêt à utiliser un timeout qui est très, très réduit. Par exemple, si vous mettez un timeout de 2 minutes, ça veut dire quoi? C'est que vous utilisez votre application. Si vous la laissez inactive pendant plus de 2 minutes, bah, la session elle va être fermée. Alors tout ça, c'est pour des raisons de sécurité. Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez un timeout de 20 minutes. Vous utilisez votre ordinateur, vous êtes authentifié. Vous oubliez votre machine, vous ne la touchez pas, vous partez quelque part pour boire un café. Bon, après, il y a quelqu'un d'autre qui va ouvrir votre machine, vous imaginez ce qu'il peut faire. Ben, il va vers votre application et il peut commencer à faire des choses. Voilà. Donc c'est pour cela, en fait, le timeout, souvent, on le règle, on essaie qu'il soit un petit peu réduit au maximum. Mais le problème maintenant, s'il est réduit au maximum, par exemple 2 minutes, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que chaque 2 minutes, expirer sans activité, et bien tout simplement, on va demander à l'utilisateur de saisir à nouveau son username et son mot de passe. Alors, après, on va voir, il y a des solutions pour ça. Alors, ça c'est l'authentification stateful. Alors maintenant, l'authentification stateless. C'est celle qui nous intéresse, parce que ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière avec Spring Security. C'est la même chose. Alors, stateless. Alors, dans l'authentification stateless, le principe, il est beaucoup plus simple. Vous avez un utilisateur qui utilise l'application cliente, qui va accéder au serveur. Le client, la même chose, pour s'authentifier, il va envoyer son username et son password. Le serveur va vérifier l'identité de l'utilisateur, c'est bon. Et maintenant, du moment que c'est bon, cette fois-ci, je ne vais pas stocker la session côté serveur. Qu'est-ce que je vais faire? On va générer un token. Le jeton d'authentification. Le token, c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères dans laquelle je peux mettre toutes les informations sur la session. Dans le token, je vais mettre le session ID, c'est-à-dire username, égal à X. Je vais mettre le rôle, égal. Je mets toutes les informations. Je vais mettre la date d'expiration. C'est un token qui va expirer pendant 30 jours ou je ne sais pas combien. Je vais mettre, etc. Et même après, pour sécuriser ce token-là, on va lui ajouter ce qu'on appelle une signature. C'est ce que je vais montrer tout à l'heure. Bon, une signature électronique. Bon, en tout cas, pour vous, tout ce que vous allez retenir pour le moment, c'est qu'en fait, le token, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères dans laquelle je vais placer les informations sur la session. Après, nous allons voir que parmi les tokens qui sont beaucoup utilisés dans les applications, il y a ce qu'on appelle le JSON Web Token, JWT. Alors, JSON Web Token, donc justement, c'est un token qui est stocké en format JSON. Bon. Dans lequel on va trouver, comme je disais, on va trouver toutes les informations concernant la session. Et donc, la session, elle n'est pas stockée dans la mémoire du serveur, elle est dans une chaîne de caractères. Et quand on envoie la réponse vers le client, et bien, tout simplement, dans la réponse, je lui envoie son token, JWT.
Ça veut dire que finalement, le token, c'est la session. Et toutes les informations sur votre session, vous allez le recevoir. Et du coup, donc, vous avez votre JWT, par exemple, votre token. Et là, vous pouvez le stocker là où vous voulez. Déjà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les cookies. Souvent, c'est à éviter. Parce que dès que vous utilisez les cookies, donc, il faut faire attention à CSRF, parce que CSRF, il est lié aux cookies. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est que JWT, le token, on va le stocker dans le local storage. On peut le mettre dans le contexte de l'application. Il y a plusieurs façons. Donc maintenant, une fois que vous avez votre token, la prochaine requête que vous allez envoyer, vous envoyez toujours le token, le JWT. Et dès que vous envoyez votre JWT, il va tout simplement le serveur, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit votre session. C'est-à-dire quand il regarde votre JWT, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver username, il va trouver surtout pas le mot de passe, parce qu'on met pas dans le JWT, on ne va pas mettre le mot de passe. On va trouver les rôles et toutes les informations et on va trouver la signature. Donc, c'est-à-dire toutes les informations qui ont été générées. Et après, le serveur, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il va vérifier ce token. Il dispose d'un moyen, je vais vous montrer tout à l'heure. Il va vérifier la signature du token. Une fois que la signature est vérifiée, il peut lui faire confiance. Et s'il lui fait confiance, il va récupérer username. Il connaît les rôles. Donc, ça veut dire qu'il peut savoir si l'utilisateur a le droit d'effectuer l'opération demandée ou bien non. Et ainsi de suite. Donc, toutes les requêtes qui viennent du client, c'est des requêtes qui vont contenir un header qui contient ce token. Alors, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que même si vous êtes authentifié par ce serveur, il vous envoie la requête vers un autre serveur. Et si vous envoyez la requête vers un autre serveur, supposons que c'est une application distribuée, nous allons voir dans notre cas, on va utiliser les microservices. Vous lui envoyez donc JWT. Et quand vous lui envoyez JWT, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lui envoyez votre session. Donc ce serveur-là, lui-même, il peut, à partir de votre token, il peut vérifier la signature, on va voir comment il le fait. Et après, à partir du token, il sait que vous êtes Monsieur X et que vos rôles, etc. Et après, il peut savoir est-ce que vous avez le droit d'effectuer une telle opération ou pas. Donc, ça veut dire que ici, cette fois-ci, vous voyez donc la session, il n'est pas géré côté serveur, mais plutôt il est géré côté client. C'est comme Visa. Donc, quand vous allez vers les autorités, vous leur présentez des arguments et après, ils vont vous donner un visa. Le visa ou le token. Une fois que vous avez ce visa-là, et bien tout simplement là où vous allez, il faut présenter votre visa. Dès que vous le présentez, on a un moyen pour vérifier, c'est-à-dire est-ce qu'il est valide, et après on peut vous faire confiance ou pas. Alors c'est le même principe. Est-ce que c'est clair? J'ai une question, monsieur, si possible. Oui, oui. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce formulaire-là ne sera pas accédé par des personnes tierces, ce qui pourrait, par exemple... Est-ce que vous parlez de JWT, c'est ça? Vous parlez de quel formulaire? Le formulaire JWT, si le formulaire que l'on... En fait, le JWT, ce n'est pas un formulaire. JWT, c'est une chaîne de caractères, c'est un string. Oui. Alors après, on va voir le token, il va être... oui, bien sûr. Je suis désolé, je voulais dire token, monsieur, je m'excuse. D'accord. Le token, bien sûr, quand vous avez le token, c'est comme si vous donnez à quelqu'un votre visa, d'accord? C'est-à-dire que finalement, c'est l'application cliente qui devrait se charger de la préserver quelque part. D'accord? Oui. Et du coup, donc, à chaque fois que l'application veut accéder au serveur, il doit présenter ce token. Mais après, on va voir qu'il y a des mécanismes qui permettent d'assurer la sécurité. Mais ce n'est pas en relation directe avec le token. D'accord, je comprends. Bien, alors maintenant, il faut juste savoir une chose, c'est que dans les systèmes d'authentification, vous avez deux types d'authentification. Il y a l'authentification stateful, qui est basée sur quoi? Sur
La session est gérée côté serveur. Elle est gérée côté serveur, soit on renvoie un cookie qui contient l'ID de la session à l'utilisateur. Oui, mais en tout cas, ce qu'il faut garder, c'est que la session elle est gérée côté serveur. Côté serveur, C'est oui. stateful. Et après, elle est gérée côté client. Voilà, exactement, stateless. Donc la session elle est gérée côté client, tout à fait. D'accord. Alors ça c'est en fait, est géré côté client en utilisant un token, le token qui contient les informations. Alors si vous voulez, bon, c'est juste pour récapituler. Donc dans l'authentification stateful, vous avez en principe le client va se connecter au serveur. Généralement, la connexion va commencer par la création de socket. Et après, le client envoie son username, son mot de passe. Selon le serveur, il appelle la base de données pour récupérer les informations sur l'utilisateur. Alors si le username est bon et le mot de passe est bon, il crée la session. Et quand il envoie la réponse vers le client, il lui envoie donc le session ID se forme d'un cookie. Et le client va stocker le cookie c'est-à-dire va le stocker dans les cookies. Et comme ça, même si la connexion est fermée, parce que nous avons vu que dans HTTP, à chaque fois vous récupérez une page, la connexion est fermée, c'est-à-dire les sockets sont fermés. Donc ça veut dire que si vous voulez envoyer une nouvelle requête, normalement c'est une nouvelle socket, une nouvelle connexion qui se fait. Et après, pour que le serveur puisse vous identifier, ben, il faudrait, voilà, donc on envoie donc le session ID et le serveur pour lui, il va vérifier donc votre session, il est là. Donc ça veut dire qu'il vous reconnaît facilement et il vous identifie. Alors ça c'est l'authentification stateful. Après l'authentification stateless, en fait, avant même de revenir sur l'authentification stateless, il y a un petit problème qui est posé notamment pour l'authentification stateful. C'est le problème de montée en charge. Alors supposons que vous avez développé une application, vous la mettez dans un serveur. Et si vous utilisez une seule instance, c'est-à-dire si vous la démarrez dans un seul serveur, il n'y a pas de problème. Toutes les sessions sont dans le même serveur. Mais imaginez que vous avez un problème de montée en charge. Alors si vous avez un problème de montée en charge, c'est quoi le problème que vous allez rencontrer? C'est le problème de performance. Alors comment résoudre le problème de performance? Ça on le sait. Vous avez besoin de démarrer votre application dans plusieurs machines, en plusieurs instances. Et après vous utilisez un load balancer qui fait que chaque requête qui arrive, le load balancer, il va l'envoyer vers l'une des instances. La requête 2, il va l'envoyer vers cette instance. C'est une manière un petit peu de répartir la charge sur plusieurs instances. Alors le problème, il est où? Le problème, c'est dans l'authentification. Imaginez que vous avez saisi votre username, votre mot de passe, et après, la requête, il est envoyée vers c'est-à-dire ce serveur-là. Ben, ce serveur, il va vous authentifier, il va créer la session numéro 11. Alors cette session-là, elle est dans ce serveur. Vous êtes authentifié, il n'y a pas de problème, vous avez votre session ID égale à 11 dans les cookies. Et la prochaine fois, vous envoyez encore la requête. Alors si vous envoyez la requête, alors le load balancer pour lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est en fonction de la charge. Si votre requête est envoyée vers le même serveur ici, il n'y a pas de problème. Donc il va vous reconnaître parce que c'est lui qui vous a identifié, il a votre session. Mais par contre, si votre requête ici R2 est envoyée vers une autre instance, le problème c'est que le serveur AD il va vous dire la session numéro 11, je ne vous connais pas. Tout simplement parce que pour lui, il va consulter ses sessions, il va trouver que la session 11 n'existe pas. Donc il va vous demander à nouveau de saisir votre username et votre mot de passe. Il y a un problème. Alors pour régler ce problème-là, il faut chercher des moyens qui permettent de créer ce qu'on appelle soit un cache mémoire partagé, un cache mémoire partagé, ou bien un cache mémoire distribué. Alors si vous utilisez un cache mémoire partagé, ça veut dire que vous allez utiliser un serveur, cache mémoire partagé, dans lequel vous allez centraliser les sessions. C'est-à-dire que toutes les instances vont être connectées le cache mémoire partagé. Donc ça veut dire que toutes les sessions, ils sont là.
Ils sont centralisés dans un cache mémoire partagé. Donc ce qui fait que à chaque fois qu'un serveur veut regarder c'est-à-dire vérifier une session, à chaque fois il fait appel au cache mémoire partagé pour pouvoir récupérer la session. Alors dans ce cas-là, même si ce serveur-là a authentifié c'est-à-dire cet utilisateur, même si la requête est envoyée vers R2, donc on pourra retrouver toutes les sessions ici. Alors le problème du cache mémoire partagé, c'est un problème de performance. Vous avez ce qu'on appelle le point d'échec, c'est ce qu'on appelle le spoof. Alors spoof, ça veut dire single point of failure. Alors ça veut dire que si ce serveur tombe en panne, vous allez perdre toutes les sessions. La première solution, utiliser un cache mémoire partagé. C'est pas forcément la meilleure. Il y a aussi le problème de trafic et de performance Alors, en tout les cas, serveurs sont en train d'accéder au cache en même temps. Oui, tout à fait. Donc, la concurrence et tout ça. Alors, l'autre solution, c'est d'utiliser, au lieu d'un cache mémoire partagé, on va utiliser un cache mémoire distribué. Alors, un cache mémoire distribué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va utiliser un outil comme par exemple Hazelcast. Hazelcast, c'est un middleware qui est utilisé pour créer des caches mémoire distribués. Ça veut dire que tout simplement, on va synchroniser les sessions. Comment? Ça veut dire qu'à chaque fois, si je crée ici la session 11, automatiquement, il va s'ajouter ici, il va s'ajouter dans ce serveur, il va s'ajouter là. Alors, si ce serveur-là crée la session 12, ben, il est là, il est partout. Alors, si je modifie une valeur et une information dans la session 11, automatiquement, il est mis à jour dans toutes les sessions. C'est-à-dire que toutes les instances utilisent des copies des sessions. Avec ça, avec un cache mémoire distribué, généralement, on arrive à régler le problème. Et dans ce cas-là, même s'il y a une instance qui tombe en panne, ben, il n'y a pas de problème, on ne va pas perdre les sessions. Parce que là, vous avez les sessions, elles sont dupliquées dans toutes les instances. C'est-à-dire dans la mémoire des instances. Bon, ça, il y a des solutions techniques qu'il faut utiliser. Et vous allez juste noter un outil, un middleware comme Hazelcast par exemple, qui est très connu pour mettre en place des caches mémoire soit partagés ou bien distribués. Alors, donc Hadel, c'est l'un des problèmes. Alors maintenant, bon, l'attaque CSRF, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. Ça, c'est le problème de l'authentification stateful. Alors, pour l'authentification alors, ça c'est toujours stateless. Ça c'est stateless, c'est pas stateful. Alors, pour l'authentification de type stateless, ben, le principe, donc, c'est très simple. Donc, une fois qu'on ait établi une connexion, on saisit username mot de passe. Le serveur, il va se connecter à la base de données. Il va identifier l'utilisateur. Une fois que l'utilisateur et les credentials sont bons, et bien tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il va générer un token. Par exemple, on va utiliser JWT, c'est ce que je vais montrer tout à l'heure. Et ce token-là, on va mettre les informations sur la session. On peut mettre username, les rôles et toutes les informations. Et en même temps, on va lui calculer une signature en utilisant un secret. Bon, ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, une fois que le token est généré, il va être envoyé au client dans un header, par exemple, de la réponse HTTP. Il peut être envoyé dans le corps de la réponse. Il peut être envoyé donc sous forme de cookies. Mais généralement, on n'utilise pas les cookies, mais on utilise souvent des headers pour envoyer la valeur du token. Et ce qui fait que même une fois que l'utilisateur reçoit, il dispose de son token quelque part. Et à chaque fois qu'il envoie la requête, ben, il envoie dans la requête, il envoie dans un header le token. Et ce token-là, bon, à partir de là, le serveur, il va vérifier la signature du token qui est envoyé. Et après, ben, tout simplement, si la signature est bonne, ben, tout simplement, on peut récupérer les informations sur sa session, c'est-à-dire username, les rôles, etc. Et après, on peut savoir facilement est-ce qu'il a le droit d'effectuer une telle opération ou pas.
Alors ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors maintenant, pour l'authentification de type stateless, le problème de montée en charge, on n'a plus ce problème. Pourquoi? Parce que quand on a un problème de montée en charge, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'application, on va utiliser un service d'authentification. Quand un utilisateur veut accéder à l'application, il envoie son username et son mot de passe. Le load balancer, il va contacter le service d'authentification, username, mot de passe. Le service d'authentification, il va générer un token, un JWT, qui va être envoyé vers le client. Donc il y a 100 JWT. Alors maintenant, les sessions ne sont pas stockées côté serveur. Alors si par exemple le client envoie une nouvelle requête, alors cette requête-là, dans la requête, il y a le token qui est envoyé. Tout simplement, quand la requête va vers cette instance, il va présenter le token. Et ce serveur-là, il a juste besoin de connaître le secret. Après, pourquoi tout simplement? Parce que le service d'authentification, quand il génère le token, il crée une signature. Mais pour créer une signature, on va utiliser des algorithmes de cryptologie et qui utilisent soi-disant une clé privée qu'il faut utiliser. Après, on va voir comment. Donc, c'est-à-dire le service d'authentification pour générer la signature, il va utiliser un mot de passe, c'est-à-dire une clé. Et ce serveur-là, dès qu'il reçoit ce token, il va utiliser la même clé pour vérifier la signature. Une fois que la signature est bonne, tout simplement, il restitue la session de l'utilisateur et après, il peut l'utiliser. Donc, ça veut dire maintenant, le problème ne se pose plus. C'est-à-dire, si ma requête va vers cette instance, ou bien vers celle-là, ou bien vers celle-là, je n'ai plus besoin de créer un cache mémoire distribué ni un cache mémoire partagé. Tout simplement, pourquoi? Parce que la session n'est pas stockée dans la mémoire du serveur, mais par contre, la session, elle est dans un token. C'est l'un des avantages aussi de l'authentification stateless. Et là, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que l'architecture microservice, tout simplement, c'est des applications distribuées. Donc, si on veut utiliser une authentification de type stateful pour les microservices, vous imaginez un petit peu ce qui se passe. Si vous avez des milliers de microservices, des centaines de microservices dans votre application, alors pour pouvoir synchroniser les sessions entre tous les microservices, ça c'est trop lourd. Alors que pour le cas de l'authentification stateless, donc c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre ici. Alors donc ça c'est juste pour comparer. Alors